tu veux. Alors, bonjour Axel. Bonjour. Pourquoi avoir choisi ce titre, Le bruit du rêve contre la vitre? Alors, quel rêve s'agit-il? Le bruit du rêve contre la vitre, ce sont 12 nouvelles que j'ai écrites pendant le premier confinement, donc entre mars et mai 2020. Alors en réalité beaucoup plus que simplement les 2 mois, ça a débordé. Mais j'ai vraiment été un peu comme tout le monde, totalement chamboulé par tout ce qu'on a pu voir autour du Covid-19 et notamment du confinement. Moi je l'ai vécu à Paris, on était vraiment confinés dans nos appartements. Et donc du coup j'ai été absolument bouleversé par toutes ces transformations. Certes il y avait à la fois la peur du Covid, mais il y avait aussi le confinement, le fait d'être enfermé dans les appartements, le fait de se retrouver obligé du jour au lendemain de faire l'école à nos enfants, le fait de devoir cuisiner, le fait de faire le sport ensemble, de ne plus sortir, d'avoir les rues vides, d'avoir les animaux. Et donc tout ça en fait m'a donné l'image un peu ça d'être bloqué dans nos appartements avec tous nos rêves qui étaient bloqués avec nous, qui étaient confinés comme s'ils toquaient au carreau, tu vois, comme une mouche qui essaye de s'enfuir et qui ne voit pas la vitre et qui essaye de s'enfuir. Et donc ça a été ça un peu l'image qui m'est venue, le bruit du rêve contre la vitre, cette période totalement hors norme qu'on a traversée, où on était bloqué dans les appartements, on voyait l'extérieur avec la vie qui s'était arrêtée, et nous on était bloqués à se dire mais qu'est-ce qui se passe, donc c'est cette idée du rêve qui est bloquée, qui est confinée avec nous. Donc le titre est valable pour toutes les nouvelles qui s'y trouvent à l'intérieur. Mais il y a quand même une nouvelle qui porte ce titre. Alors oui, effectivement, les 12 nouvelles traitent de toutes ces transformations qui ont été vraiment des changements d'une ampleur incroyable. Il y a eu effectivement les femmes qui se sont retrouvées confinées avec des conjoints violents, il y a eu les gens qui ont été volontaires dans les EHPAD, il y a eu les personnes âgées qui mouraient seules chez elles, il y a eu les animaux qui se sont mis à envahir les villes. Et donc voilà, tous ces changements qu'on s'est tous pris en pleine figure, que j'ai voulu essayer de capter, de me dire tiens finalement qu'est-ce qu'il en restera dans quelques années, toutes ces transformations. Effectivement, alors il y a une nouvelle qui s'appelle Le bruit du rêve contre la vitre, qui est l'histoire d'un homme qui attrape le Covid-19 et qui bascule dans le coma et qui du coup, c'est une espèce d'expérience de, je sais pas comment on peut dire, de mort imminente, et qui assiste à la vie de son entourage qui vient lui rendre visite à l'hôpital. Et donc il assiste à tous ces changements, évidemment, il est amené à se poser des questions sur sa vie. Donc effectivement, toutes les nouvelles sont sur ce même thème du confinement, du Covid-19. Moi j'ai trouvé que c'était une époque un peu étrange, alors par-delà la peur, par-delà la mort, par-delà tout ce qu'on a évidemment traversé, il y a eu des aspects que j'ai trouvé absolument fascinants. Moi j'ai eu l'impression que c'était un peu comme si, tu vois, la vie nous avait pris au mot. Parce qu'on a tous beaucoup d'avis, beaucoup de certitudes. On dit, de toute façon, moi, si j'étais prof à l'école, ça serait différent. Avec moi, si j'avais du temps, j'écrirais, je réalisais mes rêves. Et c'est comme si du jour au lendemain, la vie nous avait dit, tu penses que tu ferais mieux finalement que les profs à l'école? Écoute, vas-y, fais l'école à tes enfants. Moi, je me suis retrouvé à faire pendant 2 mois l'école à mes enfants, et ça n'a pas été du tout... c'était pas facile. Ça a été une catastrophe. Et même chose, sur le temps, on passe notre temps à dire, si j'avais du temps, je réaliserais mes rêves, j'écrirais, je ferais des choses. Et là, en fait, la vie a tout arrêté, il nous a dit, tu veux du temps, tiens, je te donne 2 mois chez toi pour faire ce que tu veux. Et finalement, on s'est retrouvé totalement démunis, un peu à tourner en rond, à s'ennuyer, à se dire... Donc c'est cette idée, un peu que c'est ça, la vie nous a pris au mot. Les petits changements, les grands changements et aussi les petits changements, par exemple les apéritifs virtuels. Oui. Ou alors le télétravail où on peut voir le salon des gens ou leur bureau qui n'est pas aussi beau qu'on voulait le faire paraître. C'est vrai, il y a eu beaucoup de choses. Il y a évidemment la maladie, la mort, toute la peur qui rôdait, mais il y a eu aussi, tu as raison, des accélérations, des transformations de la société, le télétravail que j'ai trouvé intéressant. Il y a quelques années, avant le Covid-19, de temps en temps, on prenait, on arrivait à gratter l'autorisation de travailler une journée chez soi de temps en temps. Et là, maintenant, ça a été l'inverse. Le télétravail est devenu la norme, et donc il y a eu des changements radicaux avec ces réunions Zoom où finalement, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que ça découpe avec la petite vignette Zoom. C'est comme si tu découpais en fait une fenêtre, encore une fois on y revient, tu vois, sur la fenêtre et la vitre, sur l'intimité des gens. C'est-à-dire qu'avant on avait vraiment une séparation entre
la vie perso, la vie privée, on était au bureau, on était très pro, on était en costume. Et là, d'un seul coup, on s'est retrouvés chez nous, à bosser parfois en pyjama, à avoir les enfants qui débarquent au milieu des réunions qu'on faisait. Donc au début, on a trouvé ça un peu amusant, et puis rapidement, on s'est dit, mais en fait, c'est insupportable d'avoir toutes ces frontières entre le perso et le pro qui sont brouillées. Donc il y a eu, effectivement, il y a tous ces changements qu'on s'est pris en pleine figure. Moi, je reste convaincu que les changements qu'on a traversés là depuis 2 ans sont des changements de l'ampleur quasiment de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement énormément de morts, mais pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu aussi les femmes qui ont pris leur place à l'arrière, puisque les hommes étaient au front. Enfin, c'est vraiment des changements d'une énorme ampleur. Et là, tout ce qu'on a vécu, c'est ça. On a vécu le télétravail, les gens qui fuient Paris maintenant pour aller s'installer en région, beaucoup de réflexions aussi autour du sens de la vie. Moi, je discutais encore il n'y a pas longtemps avec des gens qui étaient dans la restauration et qui me disaient, tu n'imagines pas, on n'arrive plus à recruter des gens parce que les gens dans la restauration avant, ils disaient, voilà, c'est ma vie de faire des horaires de chien entre midi et 2 le soir, voilà. Et là, en fait, ils se sont rendus compte que avoir une vie en dehors du boulot, c'est bien. Et donc, ils me disaient, dans la restauration, on n'arrive plus à recruter. Plus personne ne veut bosser dans la restauration. C'est vraiment très, très grave. Oui. Et vraiment, effectivement, les gens ont dit, mais en fait, finalement, être bien chez soi, passer du temps avec sa famille, avec ses amis, c'est bien. Et donc, ils me disaient, dans la restauration, on a des problèmes qu'on n'avait pas avant. Donc, ça a été une espèce de changement de la société. Je dirais, ça a été à la fois, moi, j'ai l'impression, un amplificateur et un accélérateur. Il y avait des changements probablement qui étaient déjà en route, qui ont été accélérés, et puis un amplificateur de choses avec un effet de loupe, avec la solitude, avec les EHPAD, tout ce dont on entend parler, voilà, qui a été mis en lumière, les hôpitaux. On s'est rendu compte qu'en France, on est une grande puissance mondiale, finalement, on a eu un problème de santé, on s'est retrouvé avec des soignants qui mettaient des sacs poubelles pour se protéger, enfin des situations tellement lunaires. Alors qu'on pensait être une grande puissance, en fait on s'est rendu compte qu'on avait très mal géré tout ça. Donc ça a été, voilà, c'est ça, un accélérateur de changement et un effet loupe. Ça a mis en lumière des choses qui probablement étaient présentes, qui dormaient et qu'on n'avait pas encore... Et se dire qu'on vivait en absurdie. À ce moment-là, on était complètement en absurdie. Totalement en absurdie. Voilà. Donc ça a accéléré par exemple l'exode, les gens qui quittent les grandes villes pour aller se mettre en région. Voilà, maintenant que le télétravail est possible, effectivement, on voit, moi depuis 2 ans, je connais plusieurs amis, plusieurs familles qui ont quitté Paris en disant, mais de toute façon, si on peut bosser de la même manière à Paris en région, autant se mettre dans le sud autour d'une piscine avec le Wi-Fi. Donc il y a vraiment... Un appartement plus grand. Même pas un appartement, une maison. Oui, voilà. Et je vois, même moi, sur le premier confinement, celui qui m'a inspiré ce bouquin, j'ai échangé beaucoup avec mes parents qui, eux, sont à Montpellier, et on n'a pas du tout vécu le même confinement. Mes parents, ils me disaient, nous, oui, on va dans le jardin, en gros, effectivement, on peut sortir qu'1 heure par jour de la maison, mais on va faire les courses. Enfin, ils avaient une vie relativement normale. Oui, tout à fait. Nous, à Paris, dans les appartements, c'était surréaliste. Enfin, quand on se remémore tout ça, le soir, les rues qui étaient vides, il y avait des images, il y avait des canards sur l'avenue de l'Opéra. Enfin, c'était quand même, quand il réfléchit, c'était quand même... c'était lunaire. Il y avait les oiseaux, moi je me rappelle, qui revenaient, des oiseaux. Et je me rappelle une fois une émission de radio où ils demandaient aux gens d'observer les oiseaux qui reviennent, parce que tu avais la nature, comme il n'y avait plus de bruit. Ils disaient, on entend la terre comme on ne l'avait jamais entendue, on revoit des espèces d'animaux qui reviennent, des oiseaux qui reviennent dans les centres-villes. Donc des changements, d'ailleurs j'en ai parlé dans une des nouvelles là, qui s'appelle Sauvage. Voilà, finalement, l'homme qui se questionne un petit peu sur sa place dans le monde. On avait un peu cette idée qu'il faut maîtriser la terre, il faut la dominer, il faut la conquérir. Et là, en fait, on s'est rendu compte que quand on enferme l'homme dans son appartement, on ferme les fenêtres, et en fait, quand on laisse faire, finalement, ça se passe très bien, en fait. Et même au contraire, la vie, voilà, on s'est rendu compte qu'on n'était peut-être pas aussi puissant qu'on voulait l'être. Donc ça a été, c'est ça, finalement un tout petit virus qui a mis beaucoup de nos certitudes, beaucoup de choses dont on était intimement convaincus, a mis tout ça à terre et a changé, à questionner vraiment, je trouve, notre rapport au monde. Et en plus, pour sortir, il fallait remplir un papier. C'est dingue. En Belgique, pas, mais en France, il fallait remplir un papier pour sortir, etc. C'était même particulier, ça. Il fallait effectivement l'autorisation. Alors c'était un peu bizarre parce qu'en fait, tu te donnais toi-même l'autorisation de sortir.
Après, il y avait des trucs, il y avait personne dans les rues, on faisait la queue au magasin. Et moi, ce que je trouvais intéressant aussi, je trouve dans les transformations, ça a été, notamment, alors moi j'habite Paris, donc je parle beaucoup évidemment de ce que je connais, le rapport aux autres, c'est-à-dire que paradoxalement, avec le Covid-19, l'autre est potentiellement porteur de maladie, et donc quand la personne finalement, je me dis attention, est-ce qu'elle n'est pas malade, ben, j'y prête beaucoup plus attention. Donc c'est-à-dire que à Paris notamment, on est un peu individualiste, voilà, on est chacun dans son couloir de nage, on vit sa vie, et finalement quand on descendait dans la rue, on se dit attention, est-ce que la personne n'est pas malade, est-ce que je respecte la bonne distance, les gestes barrières, et donc on a été beaucoup plus attentif aux autres, à se dire attention, passez, je vous en prie. Donc il y a eu un truc un peu étrange. L'autre finalement représente, vous voyez, potentiellement un vecteur de la maladie, mais du coup, on est beaucoup plus attentif à l'autre. On est moins, je sais pas comment dire, on la rend moins invisible. Au contraire, on fait attention. Oui. Et plus de tension dans les familles, plus de jalousie aussi si on voit les autres par Zoom qui se montrent sur un... Ouais, c'est vrai. Sur leur aspect. Effectivement, sur les familles, alors ça, ouais, il y a une nouvelle, la deuxième, là, le chemin de l'école. Moi, je me suis vraiment pris ça en pleine figure, un peu comme tout le monde. Je passais mon temps à dire, de toute façon, les enfants, moi j'ai 3 enfants à l'école, il faudrait qu'ils apprennent, qu'ils apprennent à parler anglais, il faudrait qu'ils apprennent à faire du codage, l'école ne va pas du tout. Et là, du jour au lendemain, c'est comme c'est ça, si la vie nous avait dit, Axel, tu penses être meilleur que l'éducation nationale, écoute, vas-y, garde tes enfants pendant 2 mois et fais leur école. Et je me suis rendu compte que j'étais totalement perdu, j'étais débordé. Alors c'est à la fois intéressant parce qu'on n'a jamais passé autant de temps ensemble, et en même temps je me rends compte que t'es pas meilleur que les autres. Finalement, les profs, les enseignants, ils font peut-être très bien leur boulot. Que les enfants n'obéissent pas forcément. Pas du tout. Et que même on a plutôt été reconnaissants quand on a pu les remettre à l'école. On a dit aux profs, merci pour ce que vous faites, vraiment, voilà. Et il y a eu aussi tout ce rapport, effectivement, au travail, notamment, qu'on a appelé depuis les invisibles. Toutes ces professions, finalement, qu'on ne voit pas. Les éboueurs, par exemple. Les éboueurs, les vigiles, les caissiers ou les caissières, les gens qui font le ménage, tous ces gens qui, finalement, sont un peu mal considérés. Là, on s'est rendu compte, avec une espèce de violence aussi, que ils avaient des métiers peut-être beaucoup plus utiles et beaucoup plus nécessaires à la société que nous. Finalement, il y a beaucoup de gens, on a beaucoup cette idée, vous savez, les fameux bullshit jobs, tu vois, les métiers, les gens qui sont dans le marketing, dans la finance. Moi, j'ai fait une école de commerce, donc j'en parle très, très librement. Et finalement, on est un peu convaincu de faire des choses hyper importantes. Et là, on s'est rendu compte que finalement, si tu ne bosses pas, si tu fais pas ton boulot dans le marketing pendant 2 mois, en fait, il se passe rien. Oui, il se passe rien. Mais s'il n'y a pas de caissier aux caisses... Alors que s'il n'y a pas de caissier, s'il n'y a pas de boulanger, on ne mange pas. S'il n'y a pas de caissier, on ne fait pas ses courses. S'il n'y a pas d'institut, on ne fait pas l'école. Et donc finalement, ça a totalement inversé l'échelle des valeurs, à se dire, mais beaucoup de professions, notamment dans le tertiaire, dans les services, si on arrête de les faire, en fait, il ne se passe rien. Voilà, chez moi dans la rue, les gens mettaient merci sur les poubelles. Ouais. Parce que les éboueurs acceptaient de sortir alors que la période était vraiment dangereuse. On ne savait pas cette maladie, on ne savait pas du tout comment ça allait tourner. Tout à fait. Les livreurs. Oui, les livreurs, aussi. Les gens qui livrent sur les que ce soit les plis Fnac ou alors les repas, les trucs comme ça. On s'est rendu compte, c'était souvent des gens, effectivement, c'est des professions qui sont déconsidérées, qui sont difficiles, c'est des métiers précaires. Et pourtant, eux, ils avaient une vraie utilité pendant le premier confinement, alors que nous, finalement, quand on fait des métiers un peu avancés, finalement, on peut s'arrêter de travailler, ça ne change strictement rien. La Terre ne s'arrête pas de... Ça change pas. Pas grand-chose. Ouais. Et donc, finalement, ça a été un peu cruel, moi, je trouve, pour beaucoup. Y a eu aussi cette leçon de modestie. Ouais, peut-être que... c'est ça que je disais, ça a un peu remis à terre, tu vois, toutes nos certitudes. Le fait, notre échelle de valeur, ça nous a beaucoup questionné. C'est ça, le vigile finalement, le caissier, la caissière, le livreur, le boulanger, ils font des métiers, si demain ça s'arrête, la société ne peut pas tourner. Alors que pour beaucoup d'autres personnes, pas du tout. Mais il faut dire que ça a arrangé aussi les personnes qui étaient en burn-out. On leur a dit, voilà, on ne peut plus travailler, on ne peut plus bouger, on ne peut plus rien faire. Et certaines personnes ont dit, moi j'ai adoré cette période,
parce que voilà, j'avais même pas l'obligation de rendre visite à ma famille, etc. Je pouvais être au repos comme j'avais envie depuis très longtemps. C'est vrai. C'est vrai, il y a une espèce de... c'est un petit peu, à mon avis, tu vois, tu parles de burn-out, peut-être même la planète, la société s'est retrouvée limite en burn-out et s'est retrouvée obligée de s'arrêter. Oui. Effectivement, obligée de s'arrêter. Et bien. Ouais. Finalement, ça a été un moment un peu calme. Alors, c'est un peu étrange parce que ça rend les trucs un peu schizophrènes. D'un côté, on avait dehors la mort, la maladie, les hôpitaux. C'est vrai qu'on s'est un peu habitué maintenant à vivre avec les masques, avec le gel hydroalcoolique, tout ça, mais à l'époque, c'était quand même... oui, on n'avait pas assez d'informations. De toute façon, personne ne pouvait nous donner l'information. Les médecins ne savaient pas ce que c'était. On n'avait aucune idée de ce que c'était exactement. On ne savait pas comment ça se transmet. Donc du coup, maintenant, effectivement, on a appris, mais c'est un peu ça, comme si la planète s'était retrouvée en entier en burn-out, obligée de dire, faisons une pause. Faisons une pause, et finalement, ça a permis à la nature, finalement, de reprendre un peu ses droits. Je vois beaucoup de gens de se questionner sur leur métier, sur leur place dans la société, sur le temps qu'on consacre à sa famille ou à ses enfants. Ouais, je disais par exemple aussi sur les conjoints violents, des femmes qui se sont retrouvées confinées, enfermées avec leur mari violent, et du coup ils se sont dit mais en fait c'est pas du tout ça que je veux. Enfin, ça a beaucoup questionné, ça a remis beaucoup de choses en question. Voilà. Donc, du coup j'ai essayé d'en tirer des éléments. Moi j'ai vraiment ressenti le besoin à cette époque d'écrire pour mettre tout ça un peu à distance. Parce que évidemment comme tout le monde je me suis pris tout ça en pleine figure. Donc du coup je me suis dit il faut écrire, il faut en faire quelque chose, prendre un peu de... Mais j'ai trouvé que tu étais dans l'observation fine des petits changements. Ah merci. Par exemple, la vie sauvage à Paris, je trouve que c'est une observation fine. Ah bah c'est gentil. On donnait parfois aux infos, quand je regardais les infos, je me dis tiens ça il y a un tout petit changement. Et bon c'est dedans. Ah bah c'est gentil. Voilà. Merci, ouais, la vie sauvage, c'est vrai que c'était quand même incroyable. La vie sauvage, moi je me rappelle, ils disaient les sismologues et les géographes étaient aux anges parce qu'ils n'avaient jamais aussi bien entendu les mouvements de la Terre. Comme il n'y avait plus d'activité, il ne se passait plus rien. Effectivement, moi je me revois sur mon balcon, on avait des oiseaux qui venaient qui n'étaient pas censés être dans Paris. On a tous ces images en tête des canards sur l'avenue de l'Opéra, au Japon, je me rappelle, il y avait des troupeaux de biches qui envahissaient les villes. Ça faisait un peu fin du monde. C'était totalement lunaire. Donc voilà, c'était un peu tout ça, effectivement, que j'ai essayé de capturer. C'est bien. Si vous avez une question... Non, merci. Moi, c'était une présentation effectivement intéressante, un rappel de choses qu'on a effectivement tous vécues, mais peut-être sans se poser énormément de questions au-delà de la peur qu'on avait au début, puis finalement on finit par s'habituer. Mais c'est vrai que d'avoir un autre reflet, c'est vrai qu'on s'est habitué. Réflexion sur ça. Ben oui, en fait, on s'est habitué très vite d'une certaine manière. On s'est habitué à beaucoup de choses. On s'est habitué aux masques, moi je trouve. On s'est habitué effectivement au gel hydroalcoolique, on s'est habitué même des choses. Et même être enfermé en fait. C'est très bizarre. Et puis finalement, je veux dire. Ouais. En tout cas, pardon, qu'il n'a pas été violenté, du moins. Ouais. Non mais c'est vrai, le fait d'être bloqué dans les appartements. On s'y est fait, on s'est arrangé avec tout. Donc c'est vrai que. C'est vrai, ça montre une capacité peut-être d'adaptation de l'homme. Moi je trouve surtout ça nous a beaucoup remis en question sur nos certitudes, et moi je vois il y a des changements, je peux citer plusieurs personnes, des gens qui étaient analystes financiers, mais vraiment qui sont devenus bouchers. Je connais 2 familles qui habitaient Paris, qui ont déménagé pour aller à Bordeaux et à Nantes. Donc des trucs qui finalement n'étaient pas du tout dans les projets, n'étaient pas dans les tuyaux. Et qui ont gardé ce changement. Et qui ont dit, mais exactement, analyse financier, à se dire, mais finalement, à quoi sert mon job si en gros, si demain j'arrête de le faire, ça ne change strictement rien, est-ce que j'ai rêvé de ça? Et donc ça a été une espèce d'effet miroir un peu violent. Même chose sur la vie en ville, à se dire, mais est-ce que ça vaut le coup d'habiter à Paris dans des appartements minuscules, de s'imposer du stress et tout, alors que finalement, si je peux faire le même boulot ailleurs, voilà, donc ça a été un changement, une espèce d'accélérateur. Je
trouve intéressant. Mais c'est vrai qu'on s'habitue. Vous parlez beaucoup de cette durée de 2 mois. Oui. Pour moi, cet événement, c'est 2 ans. C'est vrai. Et c'est ça aussi qui fait... Parce qu'il y a eu toute une progression de notre adaptation, de notre difficulté d'adaptation, mais c'est sur cette grande durée, sur l'ampleur de la durée, que les changements se sont installés et que chacun a avancé. C'est vrai. Alors, effectivement, vous avez raison. Moi, je parle beaucoup des 2 premiers mois. Alors, de fait, le bouquin a été écrit sur le premier confinement et un peu plus. Maintenant, moi, il y a eu il y a un gros marqueur. Ça a été... comment ? Le vaccin. Alors, tu as raison, il y a ça aussi, mais ça a été surtout l'école. Parce que le premier, moi, je me suis retrouvé confiné chez moi avec mes enfants à devoir leur faire l'école à la maison. En septembre 2020, il y a eu un 2e confinement, mais dès l'instant où les enfants sont à l'école et nous, on travaille en Zoom, c'est plus du tout la même chose. Enfin, moi, j'ai trouvé que le premier confinement, alors peut-être, vous avez raison, m'a plus marqué, mais je revois des scènes où on traînait en pyjama, plus personne s'habillait. Moi, j'habite un immeuble à Paris, il y avait 7 appartements, voilà, on laissait toutes les portes ouvertes, les enfants jouaient dans l'escalier. Enfin, c'est une situation lunaire qu'on n'a pas retrouvée après. Après, effectivement, j'ai trouvé petit à petit, peut-être qu'on s'est habitué à vivre avec, et puis effectivement, il y a eu l'histoire du vaccin. C'est vrai que quand on y réfléchit, la rapidité avec laquelle on a réussi à sortir un vaccin montre l'agilité de l'esprit humain, voilà, ce qu'on a pu faire finalement en se démenant rapidement. Oui, et là, les gens ont eu moins peur. Parce qu'on disait, voilà, il y a des options, le vaccin va peut-être résoudre les choses, etc. Et ouais. On a eu moins peur. Ouais, mais c'est vrai, alors... En rouvrant les écoles... Ouais, il y a peut-être eu effectivement quelque chose, un effet sur le premier confinement, vraiment mars-mai 2020, où moi je trouvais qu'on a été vraiment pris de court et comment dire, le choc a été violent. Après peut-être qu'on s'est un petit peu habitué, mais c'est vrai que le premier, je pense qu'on a tous eu ces images, voir Macron à la télé disant toutes les écoles vont fermer, on reste chez soi, et à se dire mais dans quoi est-ce qu'on bascule quoi. Alors après peut-être qu'on s'était un peu habitué, c'est vrai. On peut imaginer ce que les gens ont vécu à Shanghai. Incroyable. Hein? Oui, parce que là c'est comme violence, c'est violent. Ouais, incroyable. Mais c'est vrai qu'après il y a des choses auxquelles on s'habitue, même des choses qui me choquent plus. Moi, par exemple tout à l'heure j'ai vu une copine, on se fait même plus la bise. C'est sorti de notre façon de faire. Donc finalement, ça a l'air tout bête, mais même comment je salue quelqu'un, effectivement, maintenant qu'on n'entre plus dans la zone d'intimité comme ça, il y avait un truc un peu... C'est vrai, finalement, il y avait qu'en France, on se faisait la bise, maintenant on se fait plus la bise, mais donc du coup, on se serre pas la main, on sait pas trop, on se fait un check. Serrer la main, ça va pas non plus. On sait pas trop quoi faire, et en même temps, je trouve ça intéressant parce que tu te questionnes sur comment je salue l'autre, comment je lui montre qu'il existe, comment je lui dis bonjour, enfin ça oblige à se re-questionner un petit peu sur tout ça. Mais effectivement, vous avez raison, c'est beaucoup plus que 2-3 mois, c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on est là-dedans. Et puis, en tant qu'éditeur, l'arrivée d'une quantité de manuscrits absolument hallucinante. Ah ouais. Et sur le sujet aussi. Non, aussi. On en a reçu quelques-uns sur le sujet. Un ou 2 sur le sujet, mais surtout les gens ont beaucoup écrit. Ah oui. Après, il y a peut-être ça aussi. Ça, c'est vrai que beaucoup de gens se disent, moi ça fait des années que j'écris, beaucoup de gens me disent si j'avais du temps, j'aimerais écrire, faire un roman et tout. Et bien, c'est ce que je disais tout à l'heure. La vie, elle a dit aux gens, ça fait 20 ans que tu nous parles d'écrire un roman, tiens, écoute, je te donne 2 mois, écris. Alors après, je ne sais pas, je n'ai pas de jugement sur la valeur des textes, mais en tout cas, probablement, il y a des gens qui se sont dit, bah tiens, si j'écris pas un bouquin maintenant, je le ferai jamais. Donc finalement, ça les a un peu boostés, peut-être ça a révélé des vocations. Je trouve ça très intéressant ce que vous dites, je suis assez d'accord sur pas mal de choses, notamment sur les invisibles, hein, ces personnes qui sont essentielles en fait dans nos vies quotidiennes. Je suis assez d'accord sur pas mal de choses, mais je voudrais quand même insister sur pour moi, le Covid, ça a accentué les inégalités sociales.
Et on ne peut pas comparer, enfin, je veux dire, certaines personnes, nous on est des privilégiés, mais pour certaines personnes c'est extrêmement dur. Je parle notamment aux familles défavorisées qui étaient dans un tout petit appartement pour l'école. Et pour moi, ça a accru vraiment les inégalités sociales. Et la jeunesse, notamment les étudiants, ça a été extrêmement difficile pour certains. Ceux qui étaient dans une toute petite chambre à Paris, à ne voir personne, en 2 mètres carrés, il faut quand même noter qu'il y a quand même des troubles pour les enfants, les adolescents et les étudiants, avec une surcharge des urgences et des consultations pédopsychiatriques. Donc je veux dire, on n'est absolument pas tous égales par rapport à ce confinement. Les personnes effectivement qui sont dans des résidences secondaires qui étaient avec un jardin, si vous voulez, on ne peut pas comparer avec certaines personnes qui étaient en situation d'extrême misère. Je pense que vous avez raison, ça a totalement... Matériel et psychologique. Ouais, je pense que il y a eu une explosion des violences, effectivement des violences conjugales, des violences des parents aussi sur les enfants, des troubles psychiatriques, des gens qui ont contacté les urgences. Donc effectivement, il y a eu cet effet, vous avez raison, moi je dis grossissant, effectivement, on s'est rendu compte, ça a amplifié ces différences entre les familles. Nous, effectivement, on est à Paris, voilà, ça a été un peu pénible avec les enfants, mais effectivement, on n'a pas traversé effectivement ce qu'ont vécu des gens dans des appartements insalubres ou ce genre de choses. Vous avez tout à fait raison. Merci. Et tu en parles dans la nouvelle de la femme battue. Oui, non, effectivement, ça a été un amplificateur, un accélérateur. Je voulais vous répondre sur autre chose, je sais plus. Et c'est même, je crois qu'il y a des effets après. C'est un effet psychologique l'après-Covid aussi. Oui. Parce qu'après, il y a une période un peu de décompression et c'est pas seulement l'espace du confinement lui-même, ça. Il y a des effets à terme. Oui, non, effectivement, il y a eu des séquences. Vous avez raison, des amplificateurs aussi. Des amplificateurs. Exactement, notamment, alors en termes d'inégalité sociale, évidemment, parce qu'entre les gens, j'en parle dans une nouvelle, les gens qui fuient Paris pour aller dans la résidence secondaire, effectivement, c'est amusant, mais ça reste quand même, entre guillemets, des problèmes de riches, quoi. Il y a des gens pauvres qui étaient bloqués dans leur appartement et qui, eux, n'ont pas pu s'enfuir. Il y avait eu d'ailleurs, au tout début, on l'a un peu oublié, mais je me rappelle, ça avait fait scandale, je crois, sur l'île de Ré, où tous les gens arrivaient avec... ils achetaient... Ils disaient, ah super, c'est le barbecue et tout pendant 2 mois. C'est vrai que c'était un peu étrange, et ça a aussi beaucoup accentué. À mon avis, toutes ces différences existaient déjà, ça a juste eu un effet de loupe, notamment les différences scolaires. Parce que typiquement, quand on est... on a fait des études, quand on se retrouve avec ses enfants, on peut, même si c'est compliqué, si c'est galère, on peut faire l'école, on peut faire, voilà. Quand on est dans un milieu effectivement défavorisé, il y a des enfants, il y a eu des décrochages scolaires terribles. Est-ce que effectivement le milieu, la famille, pouvait aider les enfants à tenir ou pas? Donc ça a eu... Oui, je suis d'accord. Ça a été... vous avez raison, on en mesure encore les effets, mais je crois que ça a été moi je prends un effet de loupe, c'est-à-dire que il y avait probablement tous ces problèmes, ces difficultés qui existaient déjà, et le confinement, le Covid-19, les a fait exploser peut-être. Oui, je suis d'accord. non, mais... 2 petites questions, s'il vous plaît. Ça vous a pris combien de temps le bouquin que vous avez écrit? Donc vous avez commencé à peu près quand? Vous avez fini à peu près quand? Alors, j'ai mis en fait dans la 4e de couverture que je l'avais écrit du 17 mars au 11 mai, qui est vraiment la date du confinement. C'est faux, en réalité c'est beaucoup plus, je dirais 3-4 mois, je dirais dans ces eaux-là. Mais attention, 3-4 mois de confinement, c'est-à-dire vraiment avec beaucoup de temps à y consacrer tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas la même chose d'écrire 1 heure ou 2 de temps en temps, comme en ce moment où j'ai un job à côté, où j'ai ma famille, voilà. Et là où je me suis retrouvé avec des semaines entières à pouvoir faire que ça. Donc ça a été 3-4 mois à peu près, mais j'y ai vraiment consacré beaucoup de temps. Donc la deuxième question par rapport à votre réponse, c'est que si vous pouviez réécrire ce bouquin aujourd'hui, que le Covid est déjà passé, on peut dire,
pour l'instant. Est-ce que vous pensez que ça aurait été un petit peu différent? Parce que quand vous étiez enfermé, donc c'était voir autour, entendre autour, écrivez et moi j'écris aussi, donc mais pendant ce période-là j'avais du mal à écrire. Ah d'accord. C'est impossible d'écrire. Pour moi, ces 2 ans, c'était vraiment zéro. Parce que j'étais habituée de voyager, de voir, de sentir, d'avoir de conversations avec d'autres personnes, de vivre. Et pendant ces 2 ans, j'ai vécu, mais ce n'était pas les mêmes sensations que j'avais avant. Donc, quand je vous entends, vous, que vous dites j'ai écrit pendant ce temps-là, est-ce que si vous asseyez aujourd'hui et on vous dit que vous pouvez réécrire le bouquin, est-ce que ça va changer quelque chose de ce que vous avez écrit par rapport à... Nécessairement, oui. Nécessairement, je pense notamment qu'on a un peu cette tendance à réécrire l'histoire après coup. C'est-à-dire à revoir, là tout ce qu'on se dit effectivement, ça nous semble évident aujourd'hui, les invisibles, tout ça, mais sur le coup, en fait, on n'avait pas du tout cette prise de recul. On ne s'est pas du tout rendu compte de tout ce qui était en train de se passer. Et donc, moi, ce que j'ai essayé de faire dans le livre, ça a été de capter un peu cette humeur, cette époque. Et comment dire, là, vous voyez, quand on échange, je trouve on a un peu cette tendance avec le recul à intellectualiser un peu tout ça, à dire ah c'est vrai que ça a inversé les rapports, ça fait que les invisibles ont été mis en avant, l'école à la maison, mais sur le coup, quand on l'a vécu, on était vraiment dans l'action, on n'était pas dans le quotidien, on n'était pas en train d'intellectualiser, on n'était pas en train de se dire ah mais en fait on change l'école, mais en fait on change le rapport au travail. On était en pyjama en train de gueuler sur nos enfants et de voir les rues vides. Donc, je parle plutôt des sentiments comme auteur. Donc c'était pas comme une personne qui était confinée, parce que là, c'est vous que vous avez écrit le bouquin, mais j'ai dit un petit peu plus en recul de ce stress. Donc à ce moment-là, vous avez vu, vous avez écrit. Et aujourd'hui, vous aurez fait quoi, par exemple, si c'était la même? Est-ce qu'il aurait changé un petit peu les sentiments vers la même période que vous avez écrit, ou vous dites que ce que j'ai vu, j'ai écrit, et je pense pas que je vais changer quoi que ce soit de ce que j'ai écrit? Est-ce qu'il faudrait le réécrire? Alors, si je devais le retoucher, je me suis rendu compte après coup, il y a des choses que je rajouterais. Il y a des sujets que j'ai pas traités. Je me rappelle avec ma femme et mes enfants, on faisait le sport à la maison, dans le salon. Enfin, on n'a pas. Avec la TV. Voilà, on faisait du sport. Donc il y a des trucs que effectivement j'ai pas traités, donc je rajouterai. Après sur le reste, non, je le laisserai comme ça. Je pense que le livre, pas uniquement celui-là, mais un livre est le reflet d'une personne à un moment donné. Moi, je l'ai vécu comme ça. Il est assez, il est assez sincère, il reflète bien à peu près la façon dont je l'ai vécu. Non, je le changerai pas. Peut-être je rajouterai, il y a des thèmes que j'ai pas traités. Le masque, par exemple. On s'est habitué à vivre avec un masque, mais la première fois c'était lunaire. Le vaccin, le sport à la maison, il y a eu plein de choses. Et puis je trouve qu'en plus, on a tendance, c'est assez amusant quand je le feuillette un petit peu, à oublier. Il y a des choses qu'on oublie avec le recul, et on se dit ah mais c'est vrai. On entrait dans une banque avec un masque. On entrait dans une banque avec un masque. On a fait ça, non, mais c'est ça. 6 mois avant. On passait son temps à se laver les mains. Même au début, moi je me rappelle, on lavait les fruits et légumes. Je ne sais pas si vous avez fait ça, on les nettoyait. Non mais c'est marrant avec le recul, mais sur le coup on ne savait pas, on était un peu stressé. Donc non, peut-être que je toiletterai un petit peu, il y a des choses, des tournures que je changerai un petit peu, mais dans l'ensemble je trouve qu'il est assez... il reflète bien ce que j'ai voulu transcrire. Il y a ses qualités, ses défauts, mais j'en suis plutôt... Très bon. Je ne suis pas arrivée au début. Est-ce que je pourrais savoir votre envie d'écriture? Est-ce que vous avez écrit avant ce livre ou vous avez des projets après? Ou c'est exclusivement pour cette période? Alors non, pas du tout. J'ai 41 ans, j'ai publié 8 livres et 3 pièces de théâtre. Donc c'est pas un one shot. Non, c'est une grosse partie de mon activité d'écrire. J'ai fait, c'est mon 3e recueil de nouvelles et le 2e qui est publié chez Quadrature. Sinon j'ai fait aussi des essais sur du théâtre.
Voilà, j'aime beaucoup le théâtre, je suis dans un roman en ce moment. Donc non, c'est pas... Ah oui, ok. C'est pas... Parce que je l'ai pas. Non, c'est pas grave. Je savais pas. C'est pas effectivement, vous avez raison, c'est pas... je me suis pas dit, il y a le Covid, j'ai du temps et le confinement, écrivons. C'est vraiment, j'étais déjà dans cette optique avant. Et je continue. C'est le deuxième recueil d'ailleurs qui est publié chez Quadrature. Je n'avais fait un autre qui s'appelait Les vrais héros ne portent pas de slip rouge sur les héros, qui sont les héros aujourd'hui. Qu'est-ce qu'être un héros? Comment on se... voilà. Qui sont les héros effectivement aujourd'hui. Ouais. Les idées que vous évoquez sur une période bien déterminée sont exprimées dans votre livre à travers des histoires, j'imagine, des personnages, des dialogues, c'est ça? Ouais. Comme ça tient plus de l'analyse de la société, comme vous le dites justement, notamment sur la remise en question de soi et tout un tas d'autres questions, c'est pas plus facile de rédiger ça sous forme d'analyse plutôt que de trouver un scénario, une histoire, des personnages et puis passer peut-être à... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que c'est pas plus que ça tient plus de l'analyse et vous décortiquez un peu la société Ouais, alors c'est intéressant les questions. Oui, alors moi attention. Du moins, est-ce que vous avez eu, est-ce que vous avez eu l'idée de l'exprimer à travers un texte? Ouais. Puis vous avez peut-être eu l'idée dans un deuxième temps d'exprimer ça à travers une histoire. Alors là, effectivement, c'est vraiment de la fiction. C'est de la fiction. Il y a quelques éléments autobiographiques. Si vous lisez, vous verrez, il y a le père de famille qui fait l'école à ses 3 enfants. Il y a un petit peu des éléments qui viennent de ce que j'ai vécu. Mais effectivement, c'est vraiment de la fiction. Et alors attention, il y a un travers. C'est vraiment à chaque fois, les 12 nouvelles, c'est des histoires, il y a des personnages, il y a des héros, il y a une trame narrative, il y a un dénouement. Enfin voilà, c'est vraiment des nouvelles. Là, c'est vrai qu'on en discute, on l'analyse, mais c'est pas, attention, c'est pas un essai. C'est pas, c'est vraiment de la fiction. On suit un personnage et puis il traverse une époque, il fuit Paris pour aller dans sa maison de campagne, il se connecte à un apéro Zoom pour profiter de l'apéro avec ses amis. Donc je suis pas, quand j'écris, je me regarde pas en train d'écrire. Je suis pas en train de me dire attention, je fais un essai, je fais une analyse de la société. Je me dis juste tiens, il y a des animaux dans les rues de Paris. Est-ce que ça pourrait pas faire une histoire? Voilà. Vous avez quand même ces idées en filigrane. Bien sûr. Alors, à travers les personnages, à travers les scènes, des discussions et tout. Bien sûr. Alors une chose, ça n'a pas de lien avec le recueil de nouvelles, mais il se passait tellement de choses à cette époque que j'ai créé une chronique sur YouTube qui dure 3-4 minutes, je sors un épisode, là je continue maintenant, j'en suis à l'épisode 115, qui s'appelle « Ne laissez pas vos rêves sans surveillance ». Et j'ai commencé à faire cette chronique justement sur le premier confinement, parce que même par-delà la fiction, j'avais encore tellement de choses à analyser que je me disais il faut le raconter. Et alors là, pour le coup, c'est pas la fiction, c'est vraiment l'analyse de la société, des changements qu'on a. Donc je dirais là c'est vraiment plus de la fiction, des histoires. Là, c'est pas, j'ai envie de dire, dans le recueil de nouvelles, j'essaye de pas trop intellectualiser. Là, on analyse et tout, c'est sympa, mais dans le recueil, on peut vraiment ne pas se poser la question. C'est littéraire. C'est pas une observation sociologique, c'est littéraire. Exactement, c'est pas la sociologie, c'est pas l'analyse, c'est tu te laisses embarquer, j'ai essayé de le mener comme ça, avec un personnage qui traverse une histoire, une nouvelle, voilà, et il y a un dénouement à la fin, et voilà. Maintenant, après, ma petite chronique, par contre, qui dure 3-4 minutes, là, pour le coup, c'est vraiment une analyse. D'accord. Voilà. Mais tout naît d'une observation originelle de la société à cette époque-là. Aussi bien les nouvelles que vos analyses après sur YouTube. Alors les analyses après, ma chaîne sur YouTube, maintenant j'ai élargi à autre chose. Maintenant je parle aussi, alors au début j'ai fait que le Covid et le confinement. Après je parle aussi du métier d'écriture, comment on trouve l'inspiration, comment on prépare un manuscrit, ce genre de choses. Donc j'ai élargi un peu le spectre, sinon ça fait 2 ans, 2 à 3 épisodes par semaine, donc j'aurais épuisé tous les sujets. Mais effectivement, ça part toujours d'une observation, d'une analyse. Oui, à chaque fois. Je pense que c'est un peu le propre des artistes. Hein. On voit une situation et on se dit tiens, et si là, qu'est-ce qui se passe si Et alors là, pour le coup, on a eu un moment avec le premier confinement où
des « et si », il y en a eu énormément. Et aussi la quête de sens. La quête, ouais. Oui, la quête de sens. Ouais, tout à fait, la Bien quête de présent, je trouve. Ouais, c'est probablement, tu vois, ma chronique s'appelle « Ne laissez pas vos rêves sans surveillance », donc c'est probablement des trucs qui me taraudent un petit peu sur... parce que, moi, ce que je trouve qui est intéressant dans l'écriture, que ce soit dans la fiction ou dans ma chronique, c'est, comment dire, j'intellectualise pas quand je le fais, je suis pas en train de me dire « Attention, qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que les gens vont penser ?» J'écris vraiment ce que je pense, ce que je perçois, ma vision de la société. Mais après, quand tu fais quand tu passes avec les années, quand tu vois, en gros, avec le temps, tout ce qui a décanté, c'est un peu les mêmes thèmes qui reviennent. Donc tu as raison, il y a la quête de sens, il y a le sens de la vie, il y a les rêves. Tu vois, ma chronique s'appelle « Ne laissez pas vos rêves sans surveillance », le bouquin s'appelle « Le bruit du rêve contre la vitre ». J'ai fait une pièce de théâtre aussi comme ça, qui s'appelait « Comme un lundi ». Comme un lundi, oui. C'était aussi le changement. Exactement. Ouais. Comme un lundi, c'était l'histoire, alors la pièce est plus jouée, c'est l'histoire d'un garçon qui était consultant, qui avait 29 ans, il faut savoir que j'ai été consultant, et qui en fait, et j'ai démissionné à 29 ans, et qui en fait à 29 ans, à l'occasion d'un événement familial, retourne dans sa chambre d'enfant, et il va retomber sur l'enfant qu'il était, et qui va lui demander des comptes. Et effectivement, quand il était enfant, il pensait devenir astronaute, faire du théâtre, explorateur. Et quand il comprend qu'en fait, il va devenir consultant à la défense, l'enfant il dit mais attends, c'est pas du tout ce qu'on avait, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Et donc évidemment, sa vie vole en éclats. Donc c'était une comédie sur justement les rêves d'enfance, les réalisations de soi, comment on se respecte, comment on se trahit, parce que on se respecte jamais totalement à 100%, et en même temps on se trahit jamais totalement. La vie, on essaye un peu de naviguer, mais c'est vrai que c'est ça que je trouve intéressant dans la littérature, dans l'écriture en général, sans intellectualiser, simplement en écrivant vraiment ce qu'on a envie de dire, ce qu'on observe, et ben, au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est un peu les mêmes thèmes qui reviennent. C'est un peu... Ouais, il y a des trucs qui sont... voilà, qui doivent être en arrière-plan, voilà, sur comment je me respecte en passant à l'âge adulte, qu'est-ce que l'héroïsme, on parlait des invisibles, qui sont les vrais héros de notre société. Finalement, on a beaucoup applaudi les soignants, puis maintenant, on ne les applaudit plus, on se rend compte que l'hôpital est à nouveau en catastrophe, mais bon, on est passé à autre chose. Donc finalement, voilà, c'est un peu des thèmes qui... ouais, ça fait une espèce de psychothérapie gratuite, quoi. Mais c'est pas, attention, c'est pas intellectualisé. Je me suis jamais dit c'est ça que je veux travailler. J'écris sur ce qui me vient, et puis je me rends compte qu'au bout d'un moment, c'est les mêmes thèmes finalement qui... Et la quête de sens et le changement, et là le changement était imposé par la maladie. Tout à fait. Le changement était imposé à tout le monde. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Exactement, le changement a été imposé. Il y a l'histoire aussi du garçon qui s'interroge sur... Alors pour le coup, c'est la nouvelle qui est consacrée entre guillemets au bullshit job, qui est analyste effectivement, et qui se retrouve du coup à nettoyer son garage, et il retombe en fait sur les pipes que fabriquait son père, qui était artisan en pipier, et il se remet à fabriquer des pipes, et donc il revient dans un métier qui pour le coup a du sens, il produit quelque chose, il est au contact de la matière, et donc ça le bouleverse, voilà, savoir est-ce qu'il va rester dans cette nouvelle vie, est-ce qu'il reprend l'ancienne, enfin, ça inquiète sa femme. Et ça inquiète sa femme. Il n'est pas tellement d'accord avec le changement de son mari. Il gagnera bien moins sa vie en faisant des pipes. Exactement, mais ça questionne sur, c'est ça, qu'est-ce qu'une vie réussie, qu'est-ce qui restera de moi, de mon passage sur cette planète, qu'est-ce que... Voilà. Effectivement, c'est des thèmes qui sont un peu en arrière-plan. Qui a dû capituler. Il a capitulé. On ne peut peut-être pas tout dévoiler. Est-ce que je pourrais savoir, vos nouvelles, la méthode d'écriture, est-ce que, je veux dire, vous avez tout de suite votre fil conducteur, ou est-ce que ça évolue quand vous écrivez comment, moi j'écris un roman, je voulais savoir quelle est votre façon d'écrire, pour l'inspiration, ouais, pour les idées, comment ça vient, votre méthode. Alors, ouais, en termes d'organisation, d'inspiration, moi je suis très méthodique. Oui. C'est-à-dire que, je ne vais pas me raconter toute ma vie, mais j'ai commencé effectivement dans un cabinet de conseil, j'ai démissionné à 29 ans pour notamment faire ça, écrire. Donc en gros, aujourd'hui,
je ne fais pas la carrière que font mes copains d'école de commerce. Donc en gros, pourquoi je vous dis ça? Parce que les choix que j'ai faits dans ma vie, j'en suis très fier, je les assume, mais ça a un impact notamment financier sur ma vie de famille. Donc en gros, je prends vraiment l'écriture et la littérature avec beaucoup de respect, beaucoup de considération, et je travaille énormément. C'est-à-dire que je me dis jamais, tiens, j'attends l'inspiration, voilà, est-ce que j'ai des idées ou pas. Donc c'est les plages horaires. J'ai des plages horaires, je travaille vraiment méthodiquement, je travaille par bloc de 3 à 4 heures, et vraiment c'est un métier, c'est-à-dire que je me dis, j'ai pas quitté une carrière qui m'aurait fait gagner beaucoup plus d'argent pour aujourd'hui faire la sieste sur mon canapé. J'ai quitté une carrière, certes aujourd'hui ça a un impact parce que j'ai 3 enfants, donc on part plus en vacances dans les mêmes endroits, enfin ça a des impacts sur la vie de famille, tout ça, mais pour que ça ait du sens, voilà, je travaille vraiment méthodiquement, donc je travaille par bloc, c'est ça, en gros 3-4 heures, et je suis assez rigoureux dans mon organisation. En ce moment par exemple je suis dans un roman, et je découpe de A à Z, c'est-à-dire quand je commence à écrire, je sais déjà où je vais aller, je sais déjà la trame de chaque chapitre, je sais les rebondissements, voilà. Je le découpe vraiment comme ça, j'ai des systèmes de fiches Bristol. Un plan. Totalement un plan. Ouais. Un plan, j'ai des fiches Bristol, je sais les rebondissements, parce que je me suis rendu compte, j'ai essayé l'autre méthode qui est de se mettre à l'ordi et de dire j'écris et je vois ce qui vient, et en fait ça part dans tous les sens, ça veut rien dire, et puis en plus il y a des moments évidemment où tu peux pas écrire pendant plusieurs journées, voire plusieurs semaines, et du coup quand tu reprends ton histoire, ça n'a plus ni queue ni tête. Au moins là, c'est très carré, c'est méthodique, il y a une cohérence, et d'ailleurs je me suis rendu compte que même avec ça, même en étant aussi carré, aussi organisé, aussi précis, ça dérive toujours. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui changent de caractère, il y a des... Même en ayant bien préparé, j'ai des fiches personnages, tout ça, même en faisant ça, quand tu écris, ça dérive. Oui, ou il y a des idées qui peuvent arriver. Des idées, des rebondissements, des trucs qui sont plus cohérents, voilà. Donc même en étant comme ça, tu te retrouves finalement un peu en dérive. Donc si jamais j'avais pas de plan, ça n'aurait aucun sens et aucun intérêt. Donc non, je suis vraiment je suis organisé, je suis méthodique, je sais exactement où je vais, et puis surtout le gros avantage, alors encore une fois attention, c'est pas quelque chose que j'avais prévu à la base, mais je m'en suis rendu compte. Le fait de savoir, par exemple, quand je me mets à écrire le matin, je me dis voilà, aujourd'hui je suis dans le chapitre, voilà, j'écris un roman, j'ai fait le chapitre 25 là, il y a cette semaine. Le fait de savoir exactement ce chapitre, ce qu'il faut que je raconte, voilà, ça me permet une chose incroyable qui est de me concentrer sur l'écriture et le style. C'est-à-dire que j'ai pas à me dire, j'ai pas à me questionner sur le personnage lui-même. Je sais ce qu'il doit faire, je sais l'action, et donc je peux juste me concentrer sur les tournures, le style, le rendre léger, le rendre dynamique. Et ça, c'est hyper agréable. Voilà. Mais encore une fois, attention, c'est des choses, c'était pas intellectualisé à la base. Mais effectivement, moi je suis plutôt... Et donc du coup, ça je le fais pour les romans, les nouvelles exactement pareil. Les nouvelles pareil, je découpe, je vois la trame de narration, je sais exactement comment je vais faire rebondir. Voilà. Mais évidemment, je peux passer beaucoup plus de temps à retoucher une nouvelle qu'un roman. Un roman, en termes de longueur, c'est beaucoup plus long. Voilà. Merci. Avec plaisir. C'est vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant. C'est vrai. Je t'en remercie. Avec ta façon d'écrire. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. On va laisser la place à la personne. Avec plaisir. Qui Allez, suit. on laisse la place.